Plus il est chaud, plus ses propos jettent un froid. Jean-Jacques Perroni. Depuis 30 ans, les gouvernements passent et il reste. Jacques Maillot. Ses fans souhaitent qu'après sa mort, il ne soit pas inhumé ou réduit en cendres, mais empaillé. Philippe Castelli. Sa distinction naturelle lui permet de proférer avec élégance les pires gros mots. Jean-Pierre Coff. La nouvelle vague nous l'a amené, les vagues suivantes lui ont épargné de se retrouver sur le sable. Jean-Claude Brialy. Et notre invité d'honneur est un fils à papa qui a choisi d'entrer dans la carrière parce que son père n'y était plus, Patrice Dard. Alors j'ai invité Patrice Dard, fils de Frédéric, et vous savez que Frédéric est notre maître à rire et que nous avons presque quotidiennement une pensée affectueuse et hilarante pour lui, parce que après avoir mûrement réfléchi, il vient de signer un contrat d'exclusivité pour poursuivre l'œuvre de son génial papa. Alors, est-ce que vous avez tourné longuement votre plume dans l'encrier avant de décider de prendre sa suite? Non, pas du tout. C'était une décision qui était prise du temps de la maladie de mon père, déjà avant même qu'il soit mort. On l'avait envisagé ensemble quand il était malade, parce qu'il avait beaucoup de difficultés à travailler vers la fin de sa vie. Mon père, effectivement, depuis très longtemps, avait recours un peu à moi, et je suis vraiment bien intégré dans l'univers. Je reçois des dizaines de manuscrits par mois, des gens qui continuent San Antonio. Bon, ce sont à la manière d'eux. Là, c'est pas pareil. Je suis dedans, moi, je suis dans le fond de la marmite. Et c'est un petit peu différent. Mais est-ce qu'il n'arrive pas que le talent, comme certaines maladies, saute une génération? Bah, écoutez, ça, je crois qu'on va le voir, puisque si dans 2 ans on a arrêté, c'est que c'était pas bon, c'est sûr. Est-ce que vous avez été choqué que François Cereza donne une suite aux Misérables? Alors, franchement, non. Franchement, non. Parce que là, c'est pas Victor Hugo qui l'en avait chargé. Non, Victor Hugo l'en avait pas chargé. En plus, il avait toujours affirmé qu'il était contre. Donc, il avait dit de son vivant qu'il était vraiment contre qu'on poursuive son œuvre. Il était même déjà hostile quand on en a fait des opéras. Alors bon, mais franchement, ça le gêne plus beaucoup, quoi. Le sang de Bérurier et de San Antonio coule-t-il vraiment dans vos veines? Ah, le vin de Bérurier, oui. Oui. Ça, c'est sûr. Est-ce que votre ambition est de vous faire un prénom ou de parvenir à faire oublier que vous en avez un? Non. C'est absolument pas de me faire un prénom, puisque d'abord je vais essayer au maximum de ne pas signer de mon nom, je m'en fiche complètement. C'est de continuer le nom composé de mon père. Alors je voudrais vous dire que pour avoir notre sympathie, Patrice Dard dispose d'autres atouts que le fait d'être le fils du grand Frédéric. D'abord, il adore les à peu près les jeux de mots, et dans des livres qu'il a publiés sous son nom, les titres sont à cet égard extrêmement révélateurs. En tout bien, toute horreur, garantie sur fracture, objet violent non identifié, French concon, pour lequel j'ai une faiblesse, des égouts et des couleurs, et enfin, c'est peut-être inspiré par Jean-Jacques Perroni, l'espion qui souffrait du foie. Du foie, oui. Plus, alors... Bah pour Castelli, j'en ai une, la paille est là. Plus un goût... pour les livres de cuisine. Pour les livres de cuisine, voilà. Frédéric Dard, c'est lui qui a écrit « Monsieur, voulez-vous sortir de ma fille ?» Voilà. Excusez-le, il a des renvois. J'ai invité Philippe Castelli parce que j'ai pensé que sans nous, vous ne l'approcheriez peut-être pas d'aussi près. C'est sûr. Ensuite, vous n'avez sans doute jamais entendu d'histoire aussi débile. Hein. Là, j'ai gardé la première qui est une... peut-être la plus bête que vous ayez jamais racontée, hein? Ah, j'ai une histoire. Toc, toc, toc. Qui est là?
Le cambrioleur belge, madame. C'est pas qu'elle est drôle, mais elle est meilleure que celle que vous entendrez ensuite. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Moi, Patrice, je voudrais vous poser une question, parce que quand Françoise Dorin a commencé à écrire pour le théâtre, on a dit que c'était des restes de son père, qu'elle avait retrouvé des papiers, qu'elle a arrangé, etc. Évidemment, on s'est aperçu que c'était son propre talent, puisqu'elle a écrit des livres, elle a écrit des pièces de théâtre avec beaucoup de succès. Est-ce que Frédéric avait laissé des choses ou des... Mon père travaillait énormément et la maladie l'a surpris. Et en fait, non, pas grand-chose. Pas grand-chose parce qu'il publiait au fur et à mesure. C'était un homme débordé toujours. Et si, un peu de théâtre. Un peu de théâtre, on en parlera peut-être un jour d'ailleurs. Ah oui. 2 pièces de théâtre. Ah oui. Mais pour l'instant, je laisse d'abord la priorité à la... Il avait quand même un rythme de production littéraire qui va vous être difficile d'égaler. Ah, mais on va pas du tout essayer. Je suis pas là pour un challenge contre mon père. Pas du tout. Il travaillait le matin? Le matin, l'après-midi, il travaillait... à la fin de sa vie, il travaillait plutôt le matin parce qu'il était fatigué l'après-midi, mais à une période, il écrivait 7 San Antonio par an. Oh là là. Ça prend un bouquin de moins de 2 mois pour un bouquin, et des bouquins qui se vendaient bien, donc c'était pas des torchons, c'était vraiment des bouquins qui étaient chouettes. Et c'était un travailleur hallucinant. Il écrivait encore 3 livres par an jusqu'à la dernière année de sa mort. Ah, dedans, il y a la justice brésilienne, et ça c'est une leçon pour les humoristes français, enfin ceux qui pratiquent la plaisanterie facile. Il vient de condamner un patron qui traitait une de ses secrétaires de blonde, écervelée et idiote. Donc c'est quelque chose à bannir au moins au Brésil, parce que ici il y a quand même une tradition qui fait de la blonde. Loana, il était pas tant. Je crois que vous avez une histoire de blonde, hein, mon pauvre ami. Ah. C'est nous qui sommes à plaindre. Attendez, c'est le merdier dans ses papiers. Là. Attends, me trouble pas, machin. Voilà. Ah, voilà. Une blonde entre dans une parfumerie désirant acheter un déodorant pour son mari. Alors la vendeuse lui demande: votre mari utilise un déodorant à boule? Et la blonde répond: mais non, c'est pour ses bras. Non, c'est de la même veine que la coiffeuse qui dit au client: je vous fais un shampoing aux œufs. Il dit: non, pas aujourd'hui, j'ai pas le temps. La tête seulement. Ah, on en connaît des bonnes, mais elles sont pas neuves, hein. La première citation dont je vais vous demander d'identifier l'auteur, elle est choisie et envoyée par Monsieur Lopez. Dont la pharmacie sera de garde dimanche. Oui. À la grande joie de Richard Virenque. Qui a dit: tout individu caresse le secret espoir que son slip deviendra un jour une relique. Chirac. C'est vrai qu'on l'avait vu sur son balcon. Dans la première apparition, il était dans un slip et les observateurs ont dit légèrement avachi. Oui. C'est un petit bateau qui a mal vieilli, à mon avis. C'est Maurice Kangourou qui a dit ça. Non. Je pense que c'est mon père. Oui. C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Patrice. Et alors tout de suite une deuxième citation, je dis pas une seconde parce qu'on terminera tout à l'heure par une troisième, de Monsieur Folenfant, et elle n'est pas de Frédéric Dard, celle-là. Mais elle va réjouir les machos que vous êtes. Qui a dit: la femme a les pieds plus petits que l'homme pour être plus près de l'évier? Ah oui. Desproges. Non, il est... Francis Blanche. Il vit toujours. C'est pas Marcel Mobalpa, non. Non. Pierre Doris. Non. C'est un rigolo. Ah oui, c'est un rigolo. Il nous fait rire d'ailleurs. Ah oui. Il nous fait rire encore. Guy Bedos. Non. Ah non, un vrai rigolo. Ah non, un vrai. Daniel Prévost, non. Non, un rigolo. Raymond DeVos. Il vient ici. Qui vient ici. Jean-Yann. Jean-Yann, oui. Non. Pironi. Sim. Non. Pironi. Non. Non, il a un sens de la formule. Kersozon. Non. Junio. Non. Il vient régulièrement, hein. Il vient régulièrement. Ouais.
Ça va lui faire de la peine que vous cherchiez autant son nom, hein? C'est Jean-Claude? Non. Non. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Le règlement intérieur interdit de citer quelqu'un qui est présent. Alors c'est Thierry Roland? Non. Bernard Mabille? Bernard Mabille. Bernard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Marquez, lui, il faudrait qu'il porte des chaussures un peu plus longues à cause de son ventre, quand même. Je pense que c'est une jolie définition. Bon, il n'en pense pas un mot, bien sûr. Oh bah non, un homme qui est marié, extrêmement heureux en ménage. C'est pas parce qu'on est marié qu'on peut pas penser ça. Oui. Au contraire. Oui. À propos de mariage, Christophe et Julie vont se marier. Vous savez, ce sont deux anciens lofters. Oui. Mais il va falloir noyer les gosses. Il y a déjà la piscine, hein, on peut. Oui, c'est vrai. Oh, mais elle est sale, elle est pleine de. Mais Elle doit être sale, la qui ont piscine. gagné. Non. Ce sont ceux qui ont Alors, gagné. il y en a un qui a gagné, c'est Christophe. Et d'ailleurs, il va, avec le 1,5 million que M6 lui offre, acheter un appartement à Paris où le jeune couple pourra habiter, sachant que Julie, elle a quitté le loft assez tôt. Hein. Ah oui. Voilà. Bon, Et au passons tout à autre début, chose. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ça aura au moins servi à quelque chose, c'est une cette belle émission. histoire, Mais ils vont divorcer dans 2 C'était mois. pas tellement mal, cette émission. Ils vont divorcer dans 2 mois. J'aurais bien participé. Vous le voyez faire des frivolités à Loana? Ils vont peut-être faire un remake, Hospice Story. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme des grosses têtes dans la nuit des temps? Du rire et des histoires, forcément, avec l'émission du 26 septembre 2001. Il y avait Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Philippe Castelli, Jean-Pierre Coff, Jean-Claude Brialy. Et leur invité d'honneur était Patrice Dard. Une question de Monsieur Brémond de Dijon qui mérite une réponse dénuée de salacité, mais précise néanmoins. Que signifie en argot scalper le mohican? Se faire circoncire. Non. Se faire châtrer. Non. Se faire faire un plumet. Alors, voulez-vous traduire en français courant? Une fantaisie buccale. Une bucco-pharyngée. Voilà. Bucco-pharyngée. Une pipe, quoi. On dirait un aérosol. Oui. Une bonne bouffarde de derrière les fagots. Excusez-les. Hein. Ah non, mais... Comment vous Vous avez avez appelé été ça? habitué. Hein. Oui, parce scalper le mohican, je pense qu'il l'a piqué dans un Santonio, de toute façon. Alors là... Ça, oui. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais vous savez que j'ai un autographe de San Antonio. J'avais fait l'école buissonnière, et c'est vieux, c'était Bravo Docteur Beru qui sortait. Je me souviens bien. Il était à la foire aux livres à Nogent, j'avais été à Nogent, il m'avait mis, Jean-Jacques, cette littérature médico-illégale. Sympa. Ta mère est tellement frigide que quand elle se lave le derrière, elle met de l'antigel dans son bidet. Oh, c'est chic. Non, Celle-là est meilleure, quand même. C'est un salon littéraire. Tiens la table, et voilà. Et puis, Oh, il mouille son doigt. Oh, il a sorti une langue pâteuse pour mouiller le guégué, alors. Oh, c'est ta dégueulasse. mère est tellement moustachue que quand elle bouffe une banane, on dirait un film de cul. On croit être au fond et on descend encore plus bas. Et puis une Oh, troisième. allons-y, c'est un festival. Une troisième. Oui, oui. Ta mère est tellement moche que quand ils la voient, les cannibales préfèrent se bouffer entre eux. C'est du Doris, quoi, hein, mais en plus vulgaire, hein, quand même. Il faut qu'il aille voir le film La Chambre des officiers. C'est un film sur les gueules cassées, c'est pour toi. Le petit beurre, Lu, a fait la renommée de Nantes. Montaigu, la digue, la digue. Qui se cache derrière ces deux initiales? Lefebvre utile. Lefebvre utile. Pouvez-vous me citer les prénoms de... Gilbert et Maurice. Non.
Je crois que c'était un homme et une femme. Georges. Utile, c'est charge utile. Lefebvre, il était pâtissier et il s'était associé et marié avec une dame utile. C'est toujours utile, une bonne femme. Qui était fille d'un confiseur. Même si c'est pas utile, ça dépanne. Oui. Alors, connaissez-vous les prénoms, Monsieur Coff? Gilbert et... Comment? Non, Georges. André. Non, je crois que vous trouverez pas parce que vous êtes nuls, quoi, hein? Bon, attendez, on a trouvé Lefebvre utile, alors maintenant, si on pinaille... Bah oui, ça, Lefebvre utile, c'était facile, mais les prénoms, on repassera, hein? Oh, bah, c'est des prénoms français. Maréchal Lefebvre. Oui, tout à fait. Maréchal. Alors, on a déjà le premier, Georges. Non, Georges Maurice. Gilbert. Non, c'est un prénom composé. Jean-Claude. Et que je n'ai jamais vu Jean-Pierre. employer. C'est la première fois que je vois ces deux prénoms associés. Jean-Daniel. Ah non, c'est Alors une c'est nouvelle- Jean et puis il y a autre chose derrière. Jean-Édouard. Non. Jean Feutre. Oh, bah, ça... Ah, il est en forme hein, aujourd'hui. Bon, ben je pense Jean que Chrysostome. le moment est venu de prononcer la victoire de Madame Vérin qui va recevoir 150 €. Les deux protagonistes du Petit Beurre, c'était Jean-Romain Lefebvre et Pauline Utile. Voilà. Inutile. Inutile. Oui, ben ça, Pauline Utile, c'est un peu- ouais. Jean Romain. Oh, il y a eu dans l'IB une critique que je vous recommande sur un film qui a d'ailleurs été primé au dernier festival américain de Deauville et qui s'appelle Hedwig on the Hungry Inch. Ah, c'est pas mal. Ah non, non, attendez, bien. C'est un vous- Chinois, vous- là Vous parlez en quoi, là? C'est un chanteur travelot mal opéré. Alors ça repousse. Oui. Et alors, la critique est intitulée Hedwig von Beethoven. Il fallait le faire, hein, ça. Et qui c'est qui joue le rôle? Le réalisateur et l'auteur qui s'appelle John Cameron Mitchell. Ah, quand même. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Non. Enfin, vous le remarquerez sûrement. Et vous le connaissez peut-être, vous dites au Bois de Boulogne, non? Et puis, pour donner à Monsieur Castelli une leçon d'histoire, Oh, j'ai pas besoin. ben si, je vais vous faire entendre un des papes de la spécialité, Carlos, dans une prestation qui est demeurée historique puisque on a choisi de la garder et de vous la faire entendre aujourd'hui. J'ai vu un type qui allait chez son toubib à Bruxelles. Il dit: bonjour docteur, je viens vous voir parce que on m'a dit que dans l'acte sexuel, il faut prendre des précautions. Je dis: bien sûr monsieur, asseyez-vous, il faut absolument prendre des précautions. Il dit: pourquoi? Je dis: à cause des maladies. Ah bon, oui, vous avez le sida, vous avez l'hépatite, tout ça, là, les maladies sexuellement transmissibles. Ah oui, oui. Vous vous protégez monsieur? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je mets un préservatif. C'est bien, c'est ce qu'on a trouvé. Puis je mets aussi des gants, hein, des grands gants MAPA, les gants pour la vaisselle. Oui, c'est bien aussi. Et votre partenaire? Et le type le regarde, il fait: je m'excuse, mais quel partenaire? Ça rappelle une autre blague de Carlos, belge et sexuel à la fois, où un gendarme s'approchait d'une voiture dont les vitres étaient très embuées dans les bois de la Cambre. Il tapait contre le carreau et il y a un homme tout nu qui baissait la vitre et on lui demandait ses papiers. Pour attentat à la pudeur et aux mœurs, on lui délivrait une contravention. Et puis à ce moment-là, il y avait une deuxième personne toute nue qui disait bonjour au gendarme et le gendarme disait: ah, vous êtes deux. Vous avez aussi le Belge, tout seul dans sa chambre d'hôtel, il se fait monter une bouteille de Perrier, il a des capsules, il se fout devant la glace, et puis il commence à se masturber, il fait: ah, le champagne et les femmes. Je connais une histoire belge par cœur. C'est une épitaphe sur une tombe. Oui. Ah, vous voyez quand je vous disais que j'étais gravement malade. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.